Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et on a déjà fini la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter qui co-anime cet épisode avec un petit peu de lag. On réglera ça au montage, mais là, pour la visio, c'est difficile. Salut Olivier. Salut Hermano. Bon, on termine la semaine, on a encore un bel épisode devant nous. Ah oui, encore un bel épisode devant nous avec un bel invité, à savoir Ivan Veloso. Salut Ivan. Salut Hermano, salut tout le monde. Encore un bel épisode devant nous puisque on a prévu de revenir sur ton passage à Kona, au championnat du monde, en tant que participant. Alors tu l'as dit, t'es un des participants un peu chanceux et un peu atypique puisque tu ne t'es pas qualifié en tant que professionnel, tu ne t'es pas qualifié en tant qu'amateur, tu t'es qualifié en ayant joué à la loterie qui permet de participer à l'Ironman d'Hawaï, donc au championnat du monde, mais il y avait quand même une condition. Tu nous l'as rappelé, c'était finir une course du label Ironman dans l'année, donc soit un half Ironman, soit un Ironman complet. Toi, tu as opté pour le half Ironman, et puis te voilà le deuxième week-end d'octobre à Kona, dans le parc à vélo, en train de réparer ton vélo, en train de préparer ton vélo la veille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelle est l'ambiance autour? Wow, ouais, c'est le mot d'entendre parler de ça. C'est vraiment ça m'a donné de très bons souvenirs de la course. Une chose qui t'a oublié, c'est que en fait l'Ironman de Kona, c'était mon premier Ironman. C'était ton premier Ironman, c'est vrai. Parce que moi j'avais gagné la loterie. En fait, cette époque-là, je pensais déjà faire une course. Soit au Brésil, soit aux États-Unis. J'avais des collègues dans mon club avec qui j'ai entraîné, qui avaient déjà fait 1, 2, 3 Ironman. Donc moi, c'était déjà le moment où j'avais déjà l'esprit de le faire. Et j'avais déjà fait des ultramarathons. Donc en 2013, j'avais fait un 100 km. Et vraiment super. Je pense que c'est beaucoup plus dur que faire un Ironman. J'avais déjà fait des marathons de montagne, j'ai déjà fait plusieurs semi-Ironman, j'avais enchaîné des choses aussi, de courses VTT de plusieurs jours. Mais Ironman, jamais fait. J'avais jamais fait. Non, attends, Ivan. Et dans ce cas-là, comment on trouve du temps pour la femme, pour les enfants, pour le boulot, pour soi? Est-ce que tu arrives encore à trouver le temps d'aller aux toilettes, Ivan, ou tes journées sont juste totalement fous? Non, c'est vrai il faut bien s'organiser. Mais une chose qui je trouve avec les sportifs, c'est que en fait on a un niveau général d'énergie un peu plus, je dis toujours au-dessus de la moyenne, pour pas dire qu'on est super fort et tout ça, mais ça aide parce que si toi tu fais du sport. Alors la question c'est est-ce qu'on a cette énergie parce qu'on fait du sport ou bien est-ce que c'est parce qu'on a cette énergie qu'on fait du sport? Bonne question. Je pense que le sport il aide parce que je sais pas si c'était comme ça avant. Je faisais beaucoup d'escalade mais c'était pas endurance. Donc maintenant on est vraiment beaucoup plus endurant et je pense que c'est à cause de course à pied. Je peux raconter une histoire déjà de Kona, c'est qu'une de mes voisines qui était dans le même condo, c'est la chaîne d'hôtel qu'on avait à 7 km de la course avec une piscine, avec le bord de la mer, tout joli, tout ça. Et à mon côté, j'avais deux madames néo-zélandaises qui essayaient de comment est-ce qu'on dit ça, d'enlever les stickers pour coller ces numéros dans le vélo. Et en fait, elles voyaient pas très bien. C'était des femmes qui avaient déjà fait plusieurs Ironman, 74 si je me rappelle bien. Wow. Ouais, et là j'étais échangé avec elles. Elles m'ont demandé quelque chose. J'étais aidé parce qu'elles voyaient que moi j'ai réglé mon vélo à côté. Donc viens ici mon petit, viens m'aide ici avec le sticker. Donc là j'ai commencé à échanger avec ces deux madames. Et justement parce que c'est curieux, c'est des gens de 70. Une chose que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, même avec un âge, on dirait plus avancé que moi, mais ces gens-là, ils étaient vraiment un esprit très très jeune. C'était des gens, il y a un moment donné qu'on avait un peu plus de contact, d'intimité. Je lui ai demandé, mais c'est quoi le secret? Et là, elle a dit, ouais, mais je suis né comme ça. Je suis fort. Mon père, il était fort et moi, c'est la génétique. Et donc, mais c'est des gens très compétitifs qui disaient, ouais, cette année, je veux tuer cette femme qui m'a gagné l'année passée. Elle m'a dépassé à la course à pied au dernier kilomètre. Impossible cette année. Je veux pas laisser. J'ai beaucoup m'entraîné cette année. Et donc là, je voyais, mais c'est une madame de 74 ans. Je pense que, voilà. Donc, je pense que les gens qui font du sport, ils ont déjà cette énergie. Je pense que c'est une boule de neige aussi. Quand moi je suis il y a toujours ces cycles. Il y a des cycles. Il y a des moments quand on veut pas envie de le faire.
On est saturé. Après l'Ironman, j'ai eu une crise de saturation. Et je pense que c'est très connu ça. C'est des gens qui passent beaucoup de temps sur le vélo. À la fin, je voulais vendre mes vélos. Je voulais même pas regarder mes vélos. Et par contre, ça passe quelques mois. Et tu ne sors pas avec ton contre-la-montre. Tout le monde dessus, tu vois que la sensation est différente de ton vélo de course. Et là, tu donnes la bonne sensation. Tu dis, putain, ça c'est bien. Donc, moi, j'ai ça. Et c'est cycle. Et je pense que la motivation, elle est aussi une boule de neige qui monte vers le haut, hein, parce que une fois qu'on commence, on arrive à un moment donné. J'ai m'entraîné, toutes les journées. 2015, j'ai nagé tous les jours, sauf un jour. C'était l'anniversaire de mon fils ou ma fille, je me rappelle pas, mais c'était vraiment, j'ai nagé tous les jours de l'année. Parce que la natation c'était mon point faible, donc j'ai nagé tous les jours et j'ai essayé d'enchaîner. C'était au temps de midi, donc j'ai sorti, j'avais quelqu'un qui me faisait livrer la bouffe à la piscine pour manger là-bas. C'était vraiment un truc terrible. Je faisais avant au matin, on était à la piscine à 4 heures du matin, on prenait le vélo avec le rouleau à côté de la piscine pour rouler après la piscine, même avec le vêtement de natation, on roulait dessus du vélo et le vélo était tout oxydé à la fin, mais on faisait ça et c'était une année spéciale quoi. Mais je travaillais tout le temps, j'ai écrit un article hein, sur le fait, c'est sur LinkedIn, vous regardez mon profil Ivan Veloso sur LinkedIn, vous allez trouver un article où je parle un peu de cette vie de travail des sportifs. Donc il y a toujours le côté aussi que je fais bouger les gens hein, autour de moi. Donc, il y a des gens qui me regardent, Yvan, comment est-ce que tu trouves la motivation? Je l'explique, je raconte l'histoire comme je suis en train de faire maintenant. Et les gens viennent avec, parfois ils commencent à courir. Et après 2 ans, ils viennent chez moi, Yvan, c'est le jour qu'on a discuté. Tu m'avais parlé d'Ironman et tout ça. Maintenant, je suis en train de faire triathlon. Je cherche aussi. Je pense que c'est ça, hein, c'est l'influence. Ouais, et puis maintenant, les mêmes gens viennent te voir et te disent, bon, 1, tu m'as fait mettre au vélo, 2, au triathlon, 3, maintenant, j'ai besoin que tu répares mon vélo, donc s'il te plaît, file-moi un coup de main, c'est ça? Voilà. Mais comme tu l'as dit, reparlons de Kona. Va falloir que tu te lances dans le coaching aussi. Ouais. On a beaucoup d'expérience. Moi, je suis pas coach, mais j'ai beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup de lésions, beaucoup de choses que j'ai appris. Donc, vraiment, la façon de connaître les muscles, connaître soi-même, hein, c'est quelque chose de très intéressant. On peut parler de Kona et je veux parler beaucoup de connaître moi-même. Hein. Je pense que c'était toute une expérience intérieure de le faire. Mais justement, parlons de Kona. Revenons un petit peu en 2011, deuxième week-end d'octobre 2011, avant justement que tu prennes le départ. Dans quelle ambiance est-ce que tu es? Déjà, est-ce que tu te sens différent des autres qui sont arrivés là par une qualification ou comment tu prends la chose? Ouais, bien sûr. Tu vois pour avoir une qualification, les gens sont à notre niveau, notre port physique. C'est des gens vraiment. Il y a une chose que j'ai remarqué. Je sais pas pour enlever le niveau, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient athlètes depuis le début, qui avaient des autres types d'athlètes, c'était de l'athlétisme, de gymnastique, des nageurs, beaucoup de nageurs professionnels qui deviennent triathlètes. Et les nageurs, ils ont toujours un bon niveau. J'ai des collègues à moi même qui ont été qualifiés amateurs, en tant qu'amateurs et qui commençaient avec la natation. Donc je pense que la natation c'est un bon départ pour les triathlètes. Moi je faisais rien en fait. Moi je faisais beaucoup d'escalade, mais rien jusqu'à mes 30 ans. Donc je pense que pour qualifier pour ça, il faut vraiment commencer très tôt, parce que le niveau aujourd'hui c'est beaucoup plus haut. Le Xterra, non. Le Xterra, ça va encore. Tu peux chercher des courses. Il y a des gens qui chipotent, qui vont aller en Chine pour faire une course plus facile où il y a plus de slots. Mais l'Ironman, c'est quelque chose de différent. Et oui, bien sûr, il y a une différence parce que moi, j'ai fait la natation, je sais pas, à 1h19 et les gens qui gagnent font ça en 48 minutes. Il y avait plusieurs de gens avec moi qui avaient ces niveaux-là. Par contre, c'est une course c'est un départ tout le monde ensemble. Donc on va aussi. Moi j'ai vu des gens qui avaient déjà qualifié et qui faisaient déjà deuxième, troisième fois. Et moi je l'ai dépassé pendant la course parce qu'ils étaient crevés. Hein, ils étaient pas dans un bon moment, pas dans une bonne journée. Et moi comme c'était mon premier, j'ai fait ça tranquillement. Hein. Le marathon, normalement, un marathon normal, j'ai fait ça en 3 heures. Le marathon de Hawaï, j'ai fait ça en 4 heures. Donc, tous les points de ravitaillement, j'ai arrêté pour boire un peu tranquillement, continuer. Et, en fait, je pense qu'à la fin, j'ai arrêté trop. Hein, mais c'est parce que comme c'était mon premier, j'ai fait ça doucement. Et j'ai fait vraiment pour respecter la distance. Surtout la chaleur aussi. Hawaï, c'est incroyable. Il y a du vent, il y a de la chaleur.
Et parfois, je voyais aussi des gens qui étaient plus petites qui avançaient plus parce qu'ils coupent meilleur le vent. Donc, il y avait toutes les choses, tous les genres de choses que... Ils étaient plus aéros. Ils avaient pas mis de guidoline. Ouais. Ouais, en fait, t'entends à côté de toi, et là tu regardes, il y a une fille avec des roues 650, c'est des roues plus petites, donc c'est une fille qui est fait au-dessus de 1m50 et qui te dépasse comme ça. Ouais, trop de vent aujourd'hui, non, ouais, trop de vent. Hein. Ouais. Mais c'est ça, il y a une différence, mais par contre, ça c'est pas important. J'ai raconté aussi des gens qui avaient gagné la loterie. Il y avait beaucoup de reporters qui faisaient ça pour avoir une vision interne de la course. Donc, il trouvait aussi une personne qui n'avait jamais fait d'aéroman avant et qui finalement... Ah, une chose intéressante par rapport à Hawaï, justement, il y a quand même une question que je me pose par rapport au vent. Parce que bon, le vent, a priori, tu l'as de face à un moment, mais tu l'as de dos sur le retour ou inversement. Donc, à partir du moment où t'es plus grand, est-ce que finalement, quand t'as le vent dans le dos, c'est pas plus, tu vois, est-ce que il vaut mieux être grand finalement quand t'as le vent dans le dos? Et donc, pareil, quand t'es sur ton CLM, c'est une question que je me pose véritablement. C'est à quel moment est-ce qu'il vaut mieux que tu te mettes, tu vois, en position aéro versus un peu plus droit sur ton vélo quand tu as le vent dans le dos. Est-ce que ça veut dire que c'est uniquement à partir du moment où le vent est plus rapide que ta vitesse à toi en tant que cycliste, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je me pose vraiment cette question-là, ou est-ce que, je sais pas, il y a peut-être d'autres critères que je prends pas en compte? Ouais, mais là, une chose que je fais pour moi, c'est qu'il faut vraiment savoir quelle direction vient le vent. Donc, quand nous, on n'entend rien de bruit, c'est que le vent vient derrière. Si on entend quelques bruits, il vient dans une direction, mais si on n'entend rien, c'est qu'il vient derrière. Là, peut-être tu peux ouvrir ta épaule et essayer de prendre plus de vent, je sais pas. Mais normalement, il faut comprendre d'où ça vient le vent. Et en sachant qu'au Hawaï, c'est interdit les roues disques, parce que il y a des gens qui étaient vraiment inversés. Le vent, il a comment est-ce qu'on dit ça en français? C'est des rafales, des rafales. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'éoliennes aussi c'est à côté de l'aéroport. On passe à côté de l'aéroport, on voit tous les éoliennes qui tournent très rapidement. Et nous, on est contre le vent. Donc, normalement, c'est contre le vent. Et parfois, il y a des vents latérales. Donc, c'est interdit d'avoir roue de disque. J'ai une bonne expérience avec le vent aussi, comme tu avais dit. Tu veux dire des roues pleines? Des roues pleines, des roues de disque, fermées, complètement fermées. Ouais. En Colombie, à Cartagena, j'ai eu donc la course vélo, c'était vraiment très dur parce que ça montait beaucoup au début. Il pleuvait aussi, il faisait pas très beau. Mais au retour, j'avais devant, pas vraiment en arrière, mais diagonale comme ça, qui m'a pris la roue comme une voile. Et moi, je faisais 50 km/h. Je fais 45 km à 50 km/h. Donc, j'ai fait une super bonne course parce que j'avais le vent comme ça. Donc, ouais, moi, j'essaie de venir chaque fois avec la roue fermée, même s'il y a le vent, parce qu'à un moment donné, tu trouves une situation comme celle-là, l'avantage, c'est vraiment beaucoup mieux. Kona, cette année-là, le vent, comment est-ce qu'il était? Tu disais que tu te faisais dépasser par des plus petits que toi. Olivier rigolait un peu en disant oui, mais si à Kona t'as le vent de face et à un moment tu l'as dans le dos. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou au contraire le vent à Kona tourne régulièrement? Non, en fait, à Kona c'est 90 km à aller et 90 km retour. Et au retour c'est fait à un village qui s'appelle Hawi. Donc après ça, vraiment tout près de Hawi, c'est tout en haut d'une colline. Donc il y a beaucoup de vent latéral, beaucoup. Et donc il y a vraiment des histoires, des gens qui ont été inversés par le vent dans un coup de rafale comme ça. Il y avait trop de vent, il a plu, mais quand même c'est la course la plus importante du monde. Donc elle est très très bien organisée. Il y a beaucoup de support, beaucoup de réparateurs aux côtés de la route, beaucoup de ravitaillements. Il y a à Hawi, ils mettent le special needs. Donc le special needs, c'est vraiment un coin où tu laisses ta nourriture à toi, avec tes bouteilles dans nos sacs, avec ton numéro. Et quand tu passes, il y a quelqu'un avec, voilà, Yvan, c'est ça, c'est ton sac ici, tu prends donc moi, j'aime bien pour les courses comme Ironman, je mets tous mes gels déjà dilués dans l'eau et je les mets dans les bouteilles en bas. Donc j'ai pas de enlever les gels, manger les gels, c'est tout dans les bouteilles et je prends ça directement. Bien sûr, en sachant qu'il faut entraîner pour un Ironman, il faut toujours entraîner avec la même nourriture que tu vas manger au jour de la course. Il faut pas inventer la roue une semaine avant. Ah oui, j'ai entendu que ça c'est bien et tu veux le faire. Il faut toujours entraîner bien. Donc j'ai fait avant l'Ironman, j'ai fait 6 sorties. À part l'entraînement de toute la semaine, j'ai fait 6 sorties de week-end de 200 km vélo, 2 heures course à pied, avec toute la nourriture que j'allais manger le même jour de la course. Donc la même chose que je faisais les 6 sorties, j'ai fait le jour de la course. Tout s'est bien passé.
tout ce comme prévu. Et la seule chose, c'est que quand on arrive à la transition en vélo, course à pied, on est assis. Il y a beaucoup de volontaires, donc le gars vient avec crème solaire, avec hydratant. Il te pose la question, qu'est-ce que tu veux là, monsieur? Je dis, je veux savoir comment est-ce que je vais courir un marathon maintenant. Donc on commence à courir, les jambes sont encore un peu dures, fait trop chaud. J'avais un essuie tout mouillé qui je mettais ici dans le cou, donc ça a beaucoup aidé aussi. Des vêtements ouverts, pas de trifonction, donc tu peux aller aux toilettes plus facilement. Pour les longues distances, ça c'est recommandé. Et des chaussures qui j'avais vraiment l'habitude de courir, lunettes de soleil et une visière, c'est ça qu'on dit en visière, avec la partie en dessous noire pour vraiment être le plus noir possible pour avoir la sensation de noir, de froid. Ça c'est quelque chose que j'ai lu sur le livre de Chris McCormack qui parlait de ça. Ça aide beaucoup. Et sinon, il a le fameux Energy Lab. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc, le Energy Lab, donc Hawaï, c'est des volcans. Hein. Donc, 2 ans après, je pense 2017-2018, il a eu une éruption à Kona. Il y avait vraiment, il y a un volcan qui est parti. Il y a des maisons qui sont tout brûlées parce que c'est un volcan actif. Donc, il y a des champs de lava partout. C'est tout noir, noir, noir. Aucune végétation qui pousse. C'est tout noir. Ça absorbe beaucoup la chaleur. Et au milieu de cette zone-là, on a le fameux Energy Lab. C'est un laboratoire. Ils font tous les expériments avec l'énergie solaire, avec solaire concentré, panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Et justement parce qu'il y a beaucoup d'insolation, beaucoup de soleil, et on doit passer dedans. On passe dedans des structures de laboratoire pour revenir. C'est plus ou moins la moitié de la course. Et les pros, ils passent là à midi. Donc on regarde loin, on voit tout le pavement qui tremble comme ça parce que c'est hyper chaud. Je pense que si c'est 40 degrés à l'extérieur, à côté d'asphalte, dans le Energy Lab, c'est 50 ou même plus. Il faut vraiment s'hydrater. Mais par contre, la fin, c'est une descente. Hein, donc ça descend. Donc tu gagnes aussi une inspiration parce que comme ça descend, on termine toujours, on termine vraiment à côté de la plage. Et ça, c'est très chouette. Voilà, on sent que c'est chargé d'émotions, que ça te rappelle des bons souvenirs de parler de tout ça. Ouais, non, c'est une course organisée. Enfin, imagine que c'est la course lapin, c'est pas le monde. Donc, toute la semaine qui précède l'événement, il y a beaucoup de choses qu'ils organisent. C'est des louals, c'est des événements pour la famille, c'est des événements de natation avec le même parcours de jour. Tu nages, tu vois des tortues qui nagent en dessus, beaucoup de corals. Non, c'est une zone hyper jolie, c'est très chouette d'avoir cette expérience. Souvent, dans le podcast, génial. En dehors de faire un premier épisode où on demande à nos invités de se présenter, on termine aussi les épisodes de la semaine en demandant quels sont les futurs objectifs de nos invités. Donc, Ivan, toi qui as découvert le triathlon il y a pas très longtemps, qui as découvert la mécanique du vélo il y a pas très longtemps, quels sont tes prochains objectifs? Toujours sur Ironman ou pas? Et peut-être que le prochain Ironman où tu ramèneras ta trousse à outils, ce sera à nouveau Kona. Qu'est-ce que tu as dans les tablettes? Et c'est très intéressante la question parce qu'en fait, quand je suis revenu en Europe en 2018, je me suis dit, moi, je me rachète une fourgonnette, un camping-car, et je veux faire toute la série Xterra de l'Europe que j'ai pas fait parce que je fais déjà Hollande, Luxembourg, France, Belgique qui sont les plus proches, mais j'étais pas à Malta, Portugal, Espagne, Italie. Donc, je me rachète un truc comme ça et je vais mettre mon vélo dessus, on voyage avec la famille, on fait le camping-car, on arrive un jour avant, on fait visiter la ville, et on participe de la course, on revient. Comme ça donne. Il faut toujours avoir une course pour maintenir, pour fixer les objectifs. Le niveau. Voilà, donc j'essaie toujours d'avoir un objectif. Cette année, j'ai le marathon de Berlin qui j'ai raté le 2019 à cause d'une lésion un mois avant. Et 2020 n'a pas eu place à cause de Covid. Donc j'ai toujours cette envie de faire le marathon de Berlin. Peut-être pourquoi pas essayer de faire les Six Majors. Donc c'est Boston, Chicago, New York. Boston j'ai déjà fait, donc c'est la seule qu'il faut qualifier. Les autres sont plutôt loterie, sinon
des autres façons de rentrer. Donc Berlin, et finalement Tokyo. Tokyo, ça serait super chouette d'essayer de le faire. C'est pour le marathon. Xterra, j'ai toujours cette envie de faire plusieurs courses possibles. Donc j'ai hâte d'aller à Malta, j'ai hâte d'aller en Italie. Peut-être l'année prochaine, parce que cette année c'est encore un peu nuageux au niveau ouverture de pays. Et voilà, dès qu'on commence à faire les compétitions encore. J'ai déjà fait des petites compétitions, pas seulement les Ironman et les compétitions plus connues, mais ici en Belgique, on a plein de courses qui s'organisent en Ardennes. Il y a une course qui s'appelle Nice-Ramon, que j'ai fait ça en 2019. C'est un triathlon avec 2 vélos, donc vélo de route et VTT. Très chouette. C'est hyper spécial, bien choisi. Le parcours course à pied, il est tous en dessous des arbres. C'est vraiment une chose. Un avantage, c'est que c'est des courses pas trop cher. Il a tout le question de lac des odeurs qui j'ai envie de le faire, qui tout le monde parle bien. Il a Gérard Mer qui s'est aussi connu en France, qui c'est donc beaucoup de choses. Pas besoin d'être il est top. Officiel Ironman au challenge, mais toujours ça. Ici, je peux avoir mon camping-car pour faire des courses, etc. dans toute l'Europe. Ça serait vraiment le rêve. Ivan, si on veut échanger avec toi, si on veut te suivre un peu sur les réseaux, si on a un petit souci sur son vélo et qu'on a besoin d'un petit coup de vis ou un petit coup de clé à molette, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Ouais, mais moi, je suis beaucoup plus actif sur LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est le professionnel pour le travail, mais aussi, pourquoi pas, pour les sports. Et je suis aussi sur Facebook, Instagram, Ivan Veloso. Peut-être que chez Instagram, tu vas trouver BE Explore ou quelque chose comme ça, parce que il faut toujours explorer. Et les gens qui me connaissent déjà, envoie-moi un WhatsApp, passez ici, prévois-moi 30 minutes avant pour voir si je suis pas en réunion, laisse le vélo et on va sortir ensemble le week-end. Super, merci beaucoup Ivan pour tous ces échanges, pour tout ce partage, pour tout cet amour du sport et de tout ce qu'il y a autour. On te souhaite bonne continuation et bon courage pour la suite. Et puis si tu passes au triathlon de Mélin, on aura certainement l'occasion de se rencontrer parce que nous y serons aussi pour balader notre micro. Ok, merci beaucoup Hermano, Olivier, Oana, pour l'opportunité de parler des passions de triathlon et des multisportifs en général. Avec grand plaisir. Merci à toi, Ivan, et à très bientôt pour récupérer mon vélo. Ouais. Allez, salut, bonne journée. Merci beaucoup, Ivan. Ciao. Ciao, messieurs. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.